Bonjour, bienvenue sur le site internet de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la page Facebook de France 3 Côte d'Azur. Nous sommes en plein centre-ville d'Antibes, place du Général de Gaulle, et nous allons vous proposer un débat sur la 7e circonscription des Alpes-Maritimes. Alors le sortant dans cette circonscription, c'est le député maire d'Antibes. C'est Jean Leonetti qui ne se représente pas pour cause de loi sur le non-cumul des mandats. Jean Leonetti qui est député depuis 1997 dans cette circonscription. La circonscription des Alpes-Maritimes, c'est la ville d'Antibes, mais il y a d'autres communes. Nous allons vous en parler pendant un débat de 40 minutes. Je vais vous présenter tout de suite les invités qui sont avec nous ici, place du Général de Gaulle. Lionel Tivoli, bonjour, vous êtes candidat Front National. Khaled Ben Abderrahmane, bonjour. Vous êtes candidat pour La République En Marche. Cécile Dumas, bonjour. Vous êtes candidat pour le Parti communiste. Éric Pauget, bonjour. Vous êtes candidat LR UDI. Vous êtes premier adjoint au maire d'Antibes. Vous êtes républicain à titre personnel. Et puis Philippe Carenzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour la France Insoumise. Alors, je dois vous dire qu'il y a d'autres candidats dans cette circonscription. Je vais vous en donner la liste. Elisabeth Debord pour Europe Écologie Les Verts. Thierry Bitouzé pour Nouvelle Donne. Virginie Pacorel pour l'Union Populaire Républicaine. Sophie Maury pour Debout la France, Maurice Gillard pour l'Alliance écologiste indépendante, Christian Pétard pour Lutte ouvrière, Stéphane Neudoncel pour les indépendants de droite et du centre, et puis Marie-Josée Valade, c'est la Confédération pour l'homme, l'animal et la planète. Alors on va commencer par un rappel des scores du premier tour de la présidentielle 2017 dans cette circonscription, c'était le 23 avril. Il y avait une participation très forte, une participation de 80%. François Fillon largement en tête avec 31%, Marine Le Pen deuxième avec 22%, presque 10 points d'écart. Donc Emmanuel Macron troisième avec 21% et Jean-Luc Mélenchon quatrième avec 13%. Nicolas Dupont-Aignan cinquième, environ 4% et Benoît Hamon juste derrière. Éric Pauget, nous sommes donc dans une circonscription où l'écart entre les Républicains et le Front National était très important, peut-être même le plus grand des Alpes-Maritimes. Selon vous, à quoi c'est dû et est-ce que on pourrait avoir un scénario du même type aux législatives? Alors, non seulement on aura un scénario du même type, mais il sera même amplifié par rapport au premier tour de la présidentielle. On est sur une circonscription qui traditionnellement a toujours voté la droite républicaine et le centre. Et en plus, on a la confirmation par nos électeurs qui adhèrent au projet mis en place par les élus sur cette circonscription, notamment par Jean Leonetti, qui est le député sortant, qui est le maire d'Antibes et qui est le président de la communauté d'agglomération de Sophie-Antipolis. Et moi, je suis persuadé que dans les bons scores du premier tour de la présidentielle, comme dans les scores qui seront confirmés à la législative, on retrouvera cette dynamique. Alors effectivement, c'est un problème dont on va vous parler pendant tout ce débat, c'est-à-dire qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que c'est la prime aux gens qui sont en place depuis un certain temps ou la dynamique du président de la République? On va voir ça avec le candidat de la République En Marche. Lionel Tivoli, pourquoi ce score assez bas dans la circonscription du Front National, puisqu'on sait qu'il y a certaines circonscriptions des Alpes-Maritimes où le Front National est monté jusqu'à plus de 30%? Oui, c'est vrai que nous avons fait un score plus bas qu'ailleurs. En même temps, c'est une circonscription dans laquelle historiquement le Front National n'était pas implanté. Je rappelle que je l'ai implanté en 2014 lors de ma présentation aux élections municipales. Nous avons fait 5000 voix. Lors de cette élection présidentielle, nous avons fait 14 000 voix. Donc finalement, nous avons quasiment triplé le nombre de voix. Et en dehors de ça, on constate que les Républicains faisaient 63% lors des élections municipales et maintenant font 31%, dynamique inverse. Alors on va essayer de faire un premier tour de table sur ces chiffres que je vous ai donnés du score de la présidentielle au premier tour. Khaled Ben Abderrahmane, c'est une circonscription pas très facile pour le mouvement d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous avez du mal à trouver votre place ici dans cette 7e des Alpes-Maritimes? La difficulté, elle n'est pas que dans cette circonscription. On a vu que surtout toutes les Alpes-Maritimes, Emmanuel Macron arrive en 3e position. Ce que je constate, c'est que Emmanuel Macron, il a fait son meilleur score dans cette circonscription à Valbonne, où il est arrivé premier. Et le score d'Emmanuel Macron comparé à celui qui a été réalisé dans les autres circonscriptions, c'est le plus haut. Donc on est à 21,80%, ailleurs on a une moyenne de 20%, donc c'est une circonscription qui a, pour quelques points, été celle qui a porté le mieux le projet d'Emmanuel Macron. Alors on termine de planter le décor avec la gauche, Cécile Dumas et Monsieur Carenzo. Alors Cécile Dumas, d'abord une originalité ici dans cette circonscription,
un accord entre le Parti communiste et le Parti socialiste, puisque celui qui serait votre suppléant, c'est Arnaud Delcas, donc qui est membre du Parti socialiste. Pourquoi cet accord ici et pas ailleurs? D'ailleurs, ça a fait couler beaucoup d'encre à gauche. Oui, pour la simple raison que ce n'est pas un accord de parti, mais c'est un accord entre une responsable du Parti communiste et un socialiste qui se sent bien à gauche. Et notre appel était clair, c'était reconstruire la gauche, parce que vous l'avez dit, c'est une circonscription très à droite, et qu'on a besoin de reconstruire et de rassembler la gauche pour peser plus fort et pour présenter un espoir d'alternative. Donc on a travaillé, ça fait maintenant plusieurs mois, sur une plateforme de gauche pour un nouvel espoir démocratique, de nouveaux progrès sociaux et écologiques. Et notre travail est de rassembler les voix de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon. Et je regrette évidemment que France Insoumise n'ait pas voulu s'ancrer dans ce projet-là, mais peu importe, nous, notre souhait, les voix de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon n'appartiennent à personne, sauf aux électeurs, et donc à ceux qui veulent redéfinir et reconstruire la gauche pour être plus fort. Alors, merci de me faire la transition, Philippe Carenzo. Il n'y a que 3 circonscriptions dans les Alpes-Maritimes qui sont des circonscriptions niçoises, où il y a un seul candidat pour le Parti communiste et la France insoumise. Question très simple, pourquoi ici vous êtes 2, en plus dans un territoire qui ne vous est pas forcément très favorable? Alors il y a 4 circonscriptions dans lesquelles il y a effectivement un communiste qui est présent. Non pas 3, il y en a une aussi dans l'ouest du département. Une circonscription qui n'est pas forcément favorable, mais qui a vu quand même le score de Mélenchon bondir entre les 2 législatives et les 2 présidentielles de 50%, c'est pas négligeable. Donc on est en train de travailler pour faire évoluer les choses. La dynamique à gauche, Jean-Luc Mélenchon effectivement et la France insoumise avec le programme L'Avenir en commun le met en avant. Le PCF et le PS ont choisi de partir ensemble sur un programme qui est largement différent de ce que nous on peut proposer, et c'est bien la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'alliance. C'est que le programme n'a vraiment rien à voir. Nous, ça fait 5 ans qu'on lutte contre le PS. Se retrouver à promouvoir de nouveau le programme du PS, c'est vraiment pas ce qui nous intéressait. Et donc, par ailleurs, sur la circonscription, des élus de différentes communes PC qui nous ont rejoints et qui travaillent dans France Insoumise. Et par ailleurs, comme dans les 4 circonscriptions dans lesquelles il y a aussi des candidats PC. Donc l'accord était possible sur la base du programme pour lesquels presque 20% de la population française ont voté. Alors Éric Pauget, vous essayez donc de prendre la suite, je l'ai dit en introduction, d'un sortant qui est le député maire d'Antibes, Jean Leonetti. Régulièrement élu depuis près de 20 ans, il y avait une petite interruption quand il avait été ministre des Affaires européennes. Régulièrement élu depuis près de 20 ans, au premier tour, la barre est assez haute. Est-ce que le défi n'est pas un défi très difficile à relever? Vous savez, moi ça fait 20 ans que je travaille avec Jean Leonetti auprès de la ville d'Antibes. Je suis terriblement enraciné dans ce territoire, je porte des valeurs de droite et chaque élection et chaque moment dans la vie est différent. Donc on ne peut pas comparer ce qui s'est passé les 20 dernières années avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer dans l'avenir. Aujourd'hui, je porte un projet de la droite et du centre, un projet qui rappelle la valeur de travail, qui rappelle le fait de restaurer l'autorité de l'État, qui rappelle que nous, on veut une baisse des impôts. Et ce projet est en adéquation avec nos concitoyens. En tout cas, c'est ce que je remarque depuis un mois qu'on fait une campagne électorale. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le score de la présidentielle sera largement amplifié au soir du premier tour de cette élection législative. Alors, une question que je vais vous poser à tous les deux, à Khaled Ben Abderrahmane pour La République En Marche et à Éric Pauget. Quand on pense à Jean Leonetti et à son travail à l'Assemblée, on pense à des lois comme la loi sur la fin de vie. On en a beaucoup parlé, il a écrit un livre là-dessus, ça a été extrêmement médiatisé au niveau national. Jean Leonetti a plutôt l'image de quelqu'un de modéré. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un républicain, entre guillemets, radicalisé. Vous savez que le mot est à la mode en ce moment. C'est quelqu'un, en tout cas, d'assez modéré. D'où cette question que je vous pose à tous les deux. Qu'est-ce qui vous distingue? Est-ce que vous n'êtes pas tous les deux sur un même créneau de centre-droit modéré? Khaled Ben Abderrahmane et ensuite Éric Pauget. Écoutez, moi, je vous dirai sur quel créneau je suis. Je parle de moi. Moi, je suis sur le créneau d'En Marche. En Marche est un mouvement inclusif qui s'ouvre à toutes les bonnes énergies, progressiste, des gens qui travaillent dans l'esprit du bon sens et des gens qui peuvent venir de droite ou de gauche. Ce clivage-là, on veut le dépasser. Quand vous parlez de M. Leonetti qui fait une loi sur la fin de vie, est-ce que c'est une loi de droite ou est-ce que c'est une loi de gauche? Moi, je ne sais pas. Je pense que c'est une très bonne loi, point. Et une bonne loi, elle peut être de droite, elle peut être de gauche, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle produit des résultats. Monsieur Leonetti, sur ce que vous décrivez, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est quelqu'un qui est
peu clivant, c'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue, c'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de choses dans un esprit constructif et dans un esprit de servir ses concitoyens, et j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a l'ADN d'En Marche. D'ailleurs, j'aurais pu penser à un moment donné que M. Leonetti, dans ce département, si on avait un qui pouvait nous rejoindre, c'était plutôt lui que M. Estrosi. Finalement, il a fait un autre choix, je le respecte. Aujourd'hui, moi, je porte un projet, c'est celui d'amener la majorité présidentielle à M. Macron. Le reste, droite, gauche, je peux vous le dire, c'est plus la question du jour. Alors justement, même question donc à Éric Pauget, qu'est-ce qui vous distingue de Khaled Ben Abderrahmane? Et je vous pose la deuxième question en même temps, comme ça on groupe. Qu'est-ce que vous pensez du soutien de Renaud Muselier, le nouveau président de la région PACA, à un candidat d'En Marche dans la deuxième circonscription qui a un candidat UDI en face? Donc d'abord, qu'est-ce qui vous distingue tous les deux? Alors, il y a les hommes et il y a les projets. Je crois que ce qui nous distingue principalement, c'est le projet politique que l'on porte. Moi, je porte des valeurs de la droite et du centre, et je porte un projet qui est différent de celui d'En Marche, qui est un projet de clarification, car l'élection de M. Macron s'est faite quand même dans le flou et dans l'ambiguïté. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on voit un petit peu le casting électoral qui a été fait au niveau du gouvernement, avec un petit peu de gauche, un petit peu de droite, un petit peu d'écolo, un petit peu de société civile, c'est bien en termes de marketing politique, mais ça enlève la clarification du projet qui a vocation à gérer notre pays. Donc moi je pense que ce qui est fondamental, au-delà de nos candidatures personnelles et au-delà de nos personnalités, c'est quel est le projet que l'on veut mettre en œuvre. Et nous, le projet de la droite et du centre, c'est un projet, je le rappelle, qui veut restaurer l'autorité de l'État, qui veut abaisser les impôts, qui veut remettre la valeur travail au centre des débats. Et ça, ce sont des choses qui nous opposent et qui nous différencient d'En Marche. La position de Renaud Muselier qui a été remarquée dans les Alpes-Maritimes. Alors, moi, à titre personnel, je la regrette. Moi, je suis un sportif. Quand je faisais du rugby et que je rentrais sur le terrain, je ne jouais pas contre mon équipe. Donc ça le regarde. Nous ici sur la 7e circonscription, on a un homme politique d'envergure nationale qui est Jean Leonetti, qui a toujours été à droite et qui me soutient, et je suis dans sa continuité. Et donc nous, sur la 7e circonscription, les choses sont claires. Alors je rappelle, pour que tout le monde comprenne bien, on est dans la 2e circonscription qui est celle notamment de Vence, qui monte assez haut. Il y a 2 candidats. Loïc Dombreval pour La République En Marche, et puis Anne Satonnet qui est investi LR-UDI, et Renaud Muselier, le président de la région PACA, a décidé de soutenir le candidat d'En Marche, Loïc Dombreval, ce qui a été assez commenté dans les Alpes-Maritimes. Lionel Tivoli, les candidats du Front National dans ce contexte dont on vient de parler, et un petit peu dans toutes les circonscriptions, disent qu'ils sont aujourd'hui les candidats de la vraie droite. Est-ce que c'est votre cas et qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, c'est mon cas. Vous savez, quand je comprends qu'on puisse se poser cette question, parce qu'aujourd'hui, quand on vote pour un candidat, les Républicains, est-ce qu'on vote pour la droite? Est-ce qu'on vote pour la gauche? Alors certains, comme le président départemental de M. Pauget, nous explique qu'il veut gouverner avec M. Macron. Son responsable national, M. Barouin, nous explique qu'il votera et qu'il demandera à ses députés de voter la confiance au gouvernement de M. Macron. Donc je pense que M. Pauget ira dans ce sens-là s'il est élu, c'est-à-dire qu'il devra voter la confiance au gouvernement de M. Macron. Et à ce moment-là, pourquoi les électeurs seraient cocus et ne voteraient pas directement pour M. Ben Abderrahmane? Ce que vous disiez sur la vraie droite, qu'est-ce que vous entendez exactement par là, au niveau des thèmes que vous défendez? Oui, vous savez, la vraie droite, c'est celle qui existe depuis très longtemps, celle qui défend les valeurs françaises, les valeurs du travail, celle qui défend nos traditions, celle qui défend la sécurité, celle qui est contre l'immigration. Voilà, c'est ça la vraie droite et c'est cela que nous incarnons dans notre département. Alors Cécile Dumas et Philippe Carenzo, donc je l'ai dit, c'est des circonscriptions qui ne sont pas forcément faciles pour vous. Quels sont les thèmes aujourd'hui que vous développez dans les actions militantes que vous faites tous les jours ici à Antibes et puis ailleurs? Cécile Dumas et Philippe Carenzo. Bon, déjà, en effet, c'est pas une terre facile pour nous, la gauche. Enfin, moi, je ne fais pas de la politique tous les 5 ans pour des élections. Je suis là tous les jours auprès de la population antiboise. Et on a souvent des joutes verbales avec M. Pauget au conseil municipal. Première chose, donc on n'abandonnera jamais. Et je suis persuadée qu'il y a des milliers de personnes sur cette circonscription
qui en effet ont envie de rassembler la gauche et de reconstruire cette gauche qui a été si malmenée par François Hollande. Donc à partir de là, nous, on parle de leurs soucis quotidiens, c'est-à-dire des services publics dans le moyen pays, c'est-à-dire comment rouvrir une perception à Bar-sur-Loup, par exemple, de la nécessité d'avoir des écoles accessibles à tous dans tous les quartiers, le droit au logement, on parle d'emploi, on parle d'économie sociale et solidaire, et puis on parle beaucoup transport et aménagement du territoire, parce que nous on refuse que l'économie ici soit simplement des surfaces commerciales. Donc on parle de tout ça, c'est de la vie quotidienne des gens, et c'est notre façon de militer. C'est notre façon de militer tous les jours avec le contact de proximité. Et quand il y a la candidate qui est là avec vous, et ben il y a une équipe qui tourne ailleurs dans un quartier. Et donc c'est un sport d'équipe, la politique aussi, parce que M. Pauget parlait de sport. Donc je vais prendre sa métaphore aussi. C'est en effet un sport d'équipe et il faut jouer collectif. Et je crois que la population, ce qu'on ressent, c'est qu'elle a envie d'entendre des gens qui sont là tous les jours. Philippe Carenzo, il y a un certain nombre de thèmes forts qui ont été développés par Jean-Luc Mélenchon au cours de la campagne présidentielle. Comment vous les déclinez ici dans le territoire de la 7e circonscription ? Je crois qu'ils ne sont pas très compliqués à décliner. Et lorsqu'on vient d'entendre un peu ce que viennent de dire les 4 personnes qui sont présentes pour leurs partis respectifs, et on en a un exemple très clair. Le premier, c'est un renouvellement démocratique de la part, effectivement, d'apparatchiks, de personnes qui sont des politiciens professionnels et qui, lorsqu'ils parlent de la population, parlent de « ils ». Moi, je parle de mes amis, je parle des gens avec qui je vis. D'ailleurs, c'est extrêmement difficile de répondre aux sollicitations de la presse un mercredi après-midi parce que moi, je travaille. Il a fallu au dernier moment que je m'arrange et heureusement que j'ai un employeur qui est relativement conciliant, mais il va falloir que je rattrape mes horaires. Et effectivement, pour un certain nombre d'autres personnes ici, effectivement, ils peuvent militer 5 ans, toute l'année, tous les jours, toute la journée, parce qu'ils ne font que ça et qu'ils le font avec, ne l'oublions pas, l'argent de nos impôts. Ça, c'est un point. Donc, chacun milite effectivement en fonction de ses possibilités. Et quand on est salarié, on le fait en dehors de ses heures de travail. Et donc ça, c'est un des points forts qu'on développe. Changeons effectivement cette classe politicienne qui est là sur les fauteuils depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui s'accroche et qui a plusieurs étiquettes, plusieurs postes, et qui revient sans cesse en essayant d'avoir encore d'autres postes. Ça, c'est un des points fondamentaux qu'on développe et qui est très accrocheur. Les gens souhaitent réellement un renouvellement de la classe politique et des pratiques. Alors Éric Pauget, depuis 20 ans, quand il y a une élection législative à Antibes, c'est le maire qui se déplace. Donc il peut y avoir une confusion dans l'esprit des gens entre le candidat aux législatives et le maire. Ils peuvent un petit peu faire la confusion. Là, vous, aujourd'hui, c'est pas le cas. Est-ce que vous le ressentez, ça, sur le terrain ? Est-ce que les gens font la distinction entre cette élection législative et, par exemple, une autre élection municipale ? En tout cas, la loi sur le non-cumul du mandat et cette élection législative qui va être une première en France, du fait qu'il va y avoir un fort renouvellement de la classe politique, est en train de rentrer dans l'esprit de nos concitoyens. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de parlementaires qui avaient des mandats locaux, des mandats d'exécutifs locaux. Moi, je pense que c'était plutôt une bonne chose pour garder les pieds sur terre, même si la loi sur le non-cumul est une bonne chose aussi, parce qu'on a besoin d'aérer, d'oxygéner un petit peu notre classe politique. Mais en tout cas, moi, je pense que nos concitoyens font bien le distinguo. Et c'est vrai que le rôle d'un député, il y a 2 rôles. Il y a un rôle national qui est de légiférer, de contrôler l'exécutif. Et il y a aussi un rôle local par rapport au territoire qui est de défendre et de représenter une circonscription, un territoire, des communes et des villages. Et moi, j'ai le sentiment, en tout cas depuis 1 mois et demi que l'on fait campagne électorale, que nos concitoyens sont dans une logique nationale et ils veulent un projet d'alternance politique très fort. En tout cas, c'est ce que je ressens à travers les réunions qu'on mène, à travers les opérations de terrain qu'on a mis en œuvre. Il y a une envie d'alternance politique aux 5 ans de Hollande et aux 5 ans de socialisme que l'on vient de vivre. Alors je vais poser la question aux 4 autres candidats. Vous savez, quand on fait ce genre de débat, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas s'il faut aborder des thèmes locaux. D'une certaine manière, on demande aussi de donner une majorité au président, des thèmes nationaux, pardon, je veux dire. On demande de donner une majorité au président et puis on est sur un territoire avec des problématiques qui sont propres à ce territoire. Donc quand vous faites campagne aujourd'hui, est-ce que vous parlez de thèmes plutôt locaux ou plutôt nationaux? On voit avec les 4 autres. Khaled Ben Abderrahmane. Écoutez, cette confusion, elle a été entretenue avec le cumul des mandats. Monsieur Carenzo le disait tout à l'heure, il y a des gens qui ont fait de la politique leur métier. Et en dehors de la politique, ils ne savent rien faire. Ils ne savent que organiser leur propre réélection. Et quand ce n'est pas eux qui se représentent, ils fabriquent leur héritier.
Ils choisissent un dauphin et ils l'imposent à la population. Et cette façon de faire de la politique, c'est ce qu'on veut changer. C'est que les Français veulent changer. Il y en a marre de ces politicards cumulards qui, comme seul argument, ont des solutions qui sont pour leur clan, pour un segment de la population. Les Français, la majorité des Français, nous l'ont démontré avec l'élection de M. Macron, ils veulent tourner une page. Ils veulent le renouvellement des pratiques politiques. Ils veulent le renouvellement des visages. Moi, je suis cette incarnation-là de ce renouvellement. Je n'ai aucun mandat électif. Je n'ai aucun clan qui me contrôle. Ma seule vocation aujourd'hui, pourquoi je me suis inscrit dans cette démarche de M. Macron, c'est de mettre fin à des décennies et des décennies de baronnie qui placent toujours les mêmes au service des mêmes sans se soucier qu'une partie de la population est exclue de leur politique. M. Macron a tracé un chemin, on est parti derrière lui. Aujourd'hui, il faut confirmer ce chemin, on doit renouveler les pratiques politiques. Avec déjà le gouvernement qu'il a choisi, on a démontré qu'on savait travailler avec tout le monde, des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre, des écologistes et surtout de la société civile, dont je fais partie. Pour la prochaine élection, quand vous me dites comment ça se passe sur le terrain, on le voit, moi à chaque fois que je croise des gens dans la rue et sur les marchés ou même dans les réunions publiques, ils me disent la même chose, il y en a marre, il faut tourner une page, on va vous donner la majorité. M. Pogé disait tout à l'heure que le score de M. Fillon allait être... je ne sais plus le terme, amplifié. C'est son terme, ouais. Merci. Moi, je ne le crois pas. C'est pas ce que je vois sur le terrain. Ce que je vois, c'est que déjà, il y a une très grande difficulté à comprendre quel projet défendent les LR aujourd'hui. Est-ce qu'ils défendent le projet de M. Fillon, celui de 500 000 fonctionnaires en moins, celui de la TVA à 22%? Est-ce qu'ils défendent le projet de M. Juppé? Est-ce qu'ils défendent le projet de M. Barouin? On n'arrive pas à comprendre. Et quand on entend les Républicains, la moitié d'entre eux sont avec nous et veulent nous supporter et nous donner la majorité. Donc ce flou-là, pour éviter qu'il y en ait un, eh ben, on vote directement la majorité présidentielle, la seule et l'unique, c'est-à-dire celle que je représente. On termine avec cette question avec les trois autres candidats. Lionel Tivoli, thèmes locaux ou thèmes nationaux quand vous allez sur le terrain tous les jours? Mais écoutez, les thèmes nationaux que nous allons défendre impacteront forcément le niveau local. Moi, ce que je souhaite défendre à l'Assemblée nationale, si je suis élu, c'est participer à l'ensemble des projets qui défendront à la fois notre identité et la sécurité de notre territoire. L'identité d'abord parce que, si vous voulez, tous les élus qui se sont succédés depuis des années ont dissous l'identité française, ont permis que dans des municipalités soit interdite par exemple de mettre des crèches, ont permis que l'on se balade sur nos plages en burkini. Et moi, je suis désolé, mais quand je défends un arrêté anti-burkini au conseil municipal d'Antibes, c'est ce que je défendrai également à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la protection de notre identité, on ne fait pas la protection de notre identité en burkini. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà, ce sont ces thèmes-là, si vous voulez, qui vont être défendus lorsque je serai élu député. Et puis, il y a l'aspect aussi sécuritaire, puisque, pareillement, lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, 13 000 postes de policiers et gendarmes ont été supprimés et je défendrai effectivement l'augmentation des effectifs de policiers et gendarmes de 15 000 postes pour rétablir la sécurité partout et pour tous dans tous nos territoires, même ruraux. Philippe Carenzo, vous nous avez expliqué tout à l'heure comment vous arriviez à décliner localement le programme de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que quand vous faites campagne tous les jours, vous insistez aussi sur le fait que cette élection revêt une importance nationale? Bien sûr. Quand on pense aux hospitaliers qui manifestaient ce matin à Nice contre la suppression de 200 à 300 lits annoncés, on pense aussi bien sûr à un enjeu national qui est effectivement récupérer les postes qui ont été détruits dans la fonction hospitalière depuis 5, 10, 15 ans. Quand on voit les luttes que sont en train de mener les salariés des transports de matières dangereuses aujourd'hui en France, on pense aussi à la loi El Khomri qui remet en cause un certain nombre de leurs avantages et de leur situation. Quand on voit la lutte que font aujourd'hui les associations qui accueillent et qui s'occupent des migrants dans le département, on est là aussi sur un enjeu national avec une réelle crise de l'accueil et non des migrants qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc ces situations locales sont forcément à relier après avec des enjeux nationaux et un certain nombre de lois à porter pour modifier profondément
la nature à la fois de la vie quotidienne et puis la nature aussi des relations qu'on souhaite établir, notamment des relations qui doivent permettre d'avoir une approche plus écologique aujourd'hui à travers l'ensemble de la déclinaison des nouveaux métiers à mettre en œuvre pour pouvoir justement assurer cette transition écologique tant sur le plan énergétique que sur le plan de la recherche, que sur le plan de l'agriculture paysanne, etc. Ça veut dire une relocalisation des emplois, ça veut dire un travail pour, par exemple, que nos enfants aient des cantines avec une alimentation bio, par exemple. Donc voilà, il y a bien des enjeux nationaux et des enjeux locaux qui sont intimement liés. Cécile Dumas. Oui, on a l'habitude de partir en effet du souci local et les relier forcément au national. Une élection législative, c'est une élection pour élire en effet des députés qui vont faire les lois du pays. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas une élection pour faire une majorité à un président. C'est pour en effet faire des lois dans un pays ou amender des lois si on est dans l'opposition. Donc moi je dis simplement qu'il est fondamental de ne pas laisser une majorité la main libre à M. Macron pour la première loi qu'il veut pas faire passer. Moi si je suis élu député, je voterai contre la loi d'habilitation. Les lois d'habilitation des ordonnances qui ne permettront de sauver le code du travail et d'aider les salariés à avoir des droits dans les entreprises. Un député, il peut quand même ramener de l'argent auprès de la part de l'État pour développer des projets dans une circonscription. Ça, on ne sait pas. On verra ce que la loi de moralisation politique fera. Donc, mais il permet surtout de relier son territoire à la France. Moi, les Alpes-Maritimes, ils sont dans la France. Et il faut qu'ils fonctionnent. C'est juste pas une loi de moralisation. Il peut réclamer des crédits à l'État, par exemple. C'est ça que je voulais dire. Il permet de porter les revendications d'un territoire à l'Assemblée nationale et par exemple de porter le respect du droit international à la frontière franco-italienne parce que les Alpes-Maritimes sont en France, en effet. Et je voudrais signaler que sur l'aide aux migrants, il n'y a pas que les associations. Il y a 2 jours, le Parti communiste a ouvert ses locaux pour que 20 personnes réfugiées ne dorment pas dehors et puissent manger correctement. Alors, si je peux me permettre aussi, quand on est élu député, on défend son territoire et on défend son territoire contre justement les migrants qui viennent chez nous en toute illégalité. Parce que je pense que Madame Dumas, vous irez demander aux commerçants niçois qui se retrouvent avec des migrants qui sont devant leur magasin. Avec les Niçois et les Niçoises et peut-être demain les habitants de la 7e circonscription qui se retrouveront confrontés, si vous voulez, à ce flux de migrants qui va arriver sur notre territoire, qui quittent leur pays. Monsieur Tivoli, si vous avez peur de 50 personnes qui arrivent, c'est votre problème. Moi, j'ai peur de personne. Mais Madame, moi non plus, je n'ai peur de personne. Mais j'ai pour ambition de protéger les Maralpins et les habitants de ma circonscription. Alors, Éric Pauget, donc j'ai dit Jean Leonetti est député depuis 20 ans. On disait un député, il a une action à Paris, il peut ramener des crédits, etc. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui se sont faits depuis 20 ans peut-être parce que le député, justement, a eu une action importante au niveau du gouvernement et a pu ramener des fonds. Mais alors c'est très important ce que vous dites, parce que je le disais tout à l'heure, un député, c'est un double enjeu. Un enjeu national, on en a parlé, mais il y a un enjeu local très fort. Je rappelle que cette circonscription, elle accueille la technopole de Sophia Antipolis, qui est la technopole de l'innovation, de la recherche, du développement, qui nous est enviée dans toute l'Europe. Et on doit la protéger, on doit la défendre. Cette circonscription, elle accueille un littoral et une attractivité touristique qui est indéniable. On doit les défendre et notre industrie du tourisme a des problèmes en ce moment. Les plages, les campings, le Marineland, et c'est une source très importante d'emploi et c'est une source très importante pour lutter contre le chômage. Vous vouliez un exemple de l'action d'un député. On a pu améliorer l'hôpital d'Antibes, le développer, créer une maison de retraite de 125 lits publics qui a été la seule dans ce département parce que Jean Leonetti était député, parce qu'il était allé chercher les crédits qu'il fallait, les autorisations à Paris au national. Un mot pour répondre à M. Abderrahmane. Quand il nous parle de classe politique, il a été candidat socialiste à Nice il y a moins de 2 ans de ça. Donc il est comme nous tous, il s'est déjà présenté à des élections et aujourd'hui il vient ici à Antibes dans la 7e circonscription. Alors, votre réponse sera la de Abderrahmane. Vous savez, moi, dans la vie... C'est vrai que vous avez déjà été candidat. J'ai été candidat il y a 2 ans, oui. Dans ma vie, je gagne ma vie avec un travail, un vrai travail. C'est-à-dire que je suis chef d'entreprise et je ne fais que ça. La politique, c'est un engagement. Ce n'est pas une finalité. Ce que je dénonce, c'est ceux qui mettent en place des stratégies
qui sont au service d'un clan, au service d'une carrière, au service d'une ambition personnelle. Moi, je n'ai jamais été dans le service de qui que ce soit. Monsieur Pauget nous dit que parce que j'ai été candidat sous l'étiquette PS au cantonal en 2015, je n'ai pas le droit de me représenter. La question, elle n'est pas là. La question, elle est comment peut-il nous expliquer, monsieur Pauget, aujourd'hui, que ça fait 20 ans qu'il est élu et qu'il veut nous faire croire que c'est un visage nouveau. C'est pas un visage nouveau, c'est quelqu'un qui fait de la politique depuis 20 ans, il a 2 mandats électifs locaux et on est dans une logique où on va cumuler encore un 3e. On va s'arrêter 2 minutes là-dessus, Khaled Ben-Abderrahmane, pardon, parce que c'est en fait, on parle beaucoup de ça en ce moment. On a un peu l'impression que vous noircissez le tableau. Vous dites que les hommes politiques seraient forcément au service d'un clan. Je voudrais avoir l'avis de tous les autres. Est-ce que c'est pas une vision un petit peu noire de la politique, hein? La politique, c'est aussi du bénévolat, du dévouement. Lionel Tivoli et les autres candidats. Oui, écoutez, après, c'est une vision qui a été donnée par les générations précédentes d'hommes politiques qui ont, si vous voulez, systématiquement démontré qu'ils ne travaillaient pas pour l'intérêt du peuple, mais pour leur propre intérêt, et que maintenant, je pense que c'est vrai, il y a une nouvelle génération d'hommes politiques, dont je fais partie, je suis également chef d'entreprise, qui est connectée aux réalités du réel, qui sait ce que vivent nos concitoyens chaque jour, et ça, je pense que c'est d'une importance capitale de conserver cet atout-là, parce que c'est un atout. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, des hommes politiques qui se représentent systématiquement et voient leur intérêt personnel et leur carrière politique. Moi, si demain je ne suis pas élu, je ne risque rien, je retourne faire mon travail. Je serai juste, si vous voulez, déçu de ne pas avoir fait valoir mes convictions et mes propositions. Alors non, mais la question qui est derrière ça, je vous pose la question à tous les trois là, c'est que une classe politique, quelqu'un qui est réélu, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est compétent aussi. Il ne faut pas voir tout en noir, Philippe Carenzo. Il n'y a pas si peu de gens compétents en France, à mon avis, qui nécessitent qu'on réalise toujours les mêmes. Je pense qu'au contraire, la démocratie et la compétence, c'est quelque chose qui doit être partagé. Et alors, outre ça, ce que partagent aussi les 4 personnes qui sont présentes à mes côtés, c'est visiblement un soutien des politiques libérales, hein, que ça soit le Front National, que ça soit En Marche, que ça soit les Républicains ou le Parti Socialiste à travers le PC ici. C'est cette poursuite des politiques ultralibérales qui nous mènent dans le mur du réchauffement climatique, qui nous mènent dans le mur de la paupérisation d'une bonne partie de la population. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de proposer quelque chose de différent. Faire en sorte qu'il n'y ait plus une seule personne dans la rue rapidement, parce qu'on est quand même la 4e ou 5e économie, ça dépend des années du monde. Faire en sorte que chacun puisse se soigner en fonction de ses besoins et qu'on ne soit pas uniquement là à ramener tout à la dimension économique. Alors, la dimension économique, elle est bien au service de l'être humain. On reste sur ce thème-là que je voudrais qu'on termine. Quand on est longtemps dans la politique, le fait de vouloir un petit peu dégager, entre guillemets, les gens qui sont là depuis longtemps, est-ce que c'est pas tout simplement aussi un effet de mode? Cécile Dumas, Éric Pauget. Je pense qu'il y a un effet de mode du fameux dégagisme. Moi, c'est un mot que j'utilise jamais. Il y a des choses à nettement améliorer, en effet, dans la vie politique française. Il y en a quelques-uns qui restent un peu trop longtemps, en effet. Il y a une clarification à faire par rapport aux conflits d'intérêts qui sont indéniables. Mais moi, ce terme société civile, je vois pas pourquoi on mettrait sa carrière professionnelle en péril pour faire de la politique. On se ferait punir y compris dans la fonction publique, par son responsable. On serait moins société civile que celui qui est chef d'entreprise, parce que la majorité de M. Macron, ils sont quasiment tous chefs d'entreprise et avocats. Moi, ce que je veux, c'est que dans l'Assemblée nationale, le peuple y rentre. C'est-à-dire qu'en effet, des gens qui mettent parfois, parce qu'il faut arrêter aussi d'être démagogique, si on est député, moi je souhaite que le député qui soit élu dans cette circonscription soit au service de la population de ce territoire quotidiennement. Et ça, c'est pas toujours possible avec un travail très prenant. Moi, j'ai été secrétaire fédéral du Parti communiste à mi-temps en même temps que mon métier de prof. Eh bien, je faisais 100 km par jour et j'avais peu de nuits. Donc, en effet, on peut demander à des surhommes, surfemmes de faire ça, mais je pense qu'il faut être sérieux dans tout. Donc, à partir de là, je ne me considère pas comme une apparatchik. C'est des mots, en effet, très galvaudés et qu'il faut arrêter de caricaturer la vie politique. Justement. Il y a aussi des gens qui ne vivent que par le conviction et leur bonne foi. Éric Pauget, plusieurs fois, Khaled Ben-Abderrahmane a employé le terme de clan, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, je réponds que c'est la démocratie qui s'exprime. Quand on est élu quelque part, ça veut dire qu'il y a des électeurs qui nous ont fait confiance et qui ont mis un bulletin
pour nous. Moi, je suis né à Antibes, issu d'une famille antibois. Je suis commerçant à Antibes. Je gère un terrain de camping. Et des fois, quand on me dit, mais comment tu fais? Je dis, je fais les 3-8. 8 heures de mairie, 8 heures de conseil général, 8 heures de camping et encore 8 heures pour ma femme et mes 3 enfants. On y arrive quand on est engagé. Quand on est engagé pour son territoire et quand on a l'amour de son territoire, on le fait. Et ça dépasse les clivages politiques. Ce n'est pas un problème de droite-gauche, c'est un problème d'engagement public pour sa ville, pour son territoire, pour sa circonscription. Et moi, c'est ça que je veux faire dans le cadre de cette élection, c'est-à-dire j'apporterai l'amour de mon territoire que j'ai chevillé au corps à Paris avec du bon sens et je vais m'imprégner de cette expérience locale pour amener un petit peu de pragmatisme et de bon sens au niveau national. Alors justement, si vous êtes tous les 5, si vous êtes élus députés, vous allez avoir une activité à l'Assemblée nationale, vous allez poser des questions, vous allez proposer des textes de loi, parce que c'est le principe de base d'un député. Je vais vous demander à tous les 5, vous avez un peu répondu déjà Lionel Tivoli, mais vous allez le repréciser, quel thème vous souhaiteriez mettre en avant à l'Assemblée nationale. Ça peut être des thèmes liés à la circonscription, ça peut être aussi des thèmes nationaux, parce que vous êtes également député de la Nation. Vous seriez également député de la Nation. Raled Ben Abderrahmane. Avant de vous répondre à cette question, je vous dirai 2 choses. La première, c'est que demain, je serai député, je mettrai fin à mes activités professionnelles. Parce que je considère que c'est mentir aux Français de leur faire croire que dans une journée, il y a 32 heures. C'est pas possible. On ne peut pas avoir 8 heures en tant que conseiller municipal, 8 heures en tant que conseiller général, 8 heures pour gérer son camping et 8 heures pour sa famille. C'est juste un gros mensonge. Donc, aujourd'hui, si je suis député, je ne me ferai pas non plus candidat pour une autre élection. Je ne veux pas cumuler. La place, elle est pour tout le monde, il faut de la diversité. Je ne peux pas être conseiller municipal, conseiller général, député et chef d'entreprise. Il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous m'avez demandé, c'était par rapport à qu'est-ce que je défendrais par rapport quel thème vous défendrez, oui. Allez-y. Par rapport au territoire, il y a 3 thématiques qui, pour moi, sont très, très importantes. La première thématique, c'est l'emploi. Le projet de M. Macron, il donne la part belle à la dynamique économique. Et sa façon de le mettre en place ici, elle aura 2 conséquences. La première, elle est sur ce que disait M. Pauget à juste titre, c'est qu'on a une double création de valeur ici. Il y en a une qui est liée à tout ce qui est sur le littoral avec le tourisme, et il y a celle qui est liée à la technopole de Sophia Antipolis. Et je mettrai l'accent sur les lois qui pourraient favoriser l'emploi. Donc vous disiez l'emploi, les 2 autres assez rapidement parce qu'on a encore les 4 autres invités. Très rapidement, c'est le circuit court et les filières bio pour l'agriculture. Et le troisième aspect qui est quelque chose qui va toucher tous les Français, c'est l'amélioration des chances que chacun doit avoir. Avec l'école divisée par 2 dans les zones difficiles, le nombre d'écoliers. C'est de permettre à chacun d'avoir sa chance et le droit à l'erreur pour pouvoir créer sa structure. Vous m'exposez tous les 4 assez rapidement vos priorités si vous êtes élu député, Lionel Tivoli, ensuite les 3 autres. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, moi mes priorités seront la sécurité et l'identité. D'un point de vue de la sécurité, je prônerai la tolérance zéro, le rétablissement de l'échelle des peines pour que même les plus petits délits soient sanctionnés, le renforcement du contrôle aux frontières de façon à ce que nous ne subissions plus cette immigration massive dans les Alpes-Maritimes et de façon à ce que des personnes ne puissent plus passer de la France à la Belgique, puis après de la Belgique à la France, par exemple de Molenbeek à Paris. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose de dramatique. Et, au niveau de l'identité, je veux être aussi le garant de l'identité française et le garant de nos traditions, de nos fêtes que nos élus maintenant disséminent. Philippe Carenzo. Oui, une première mesure peut-être apportée à l'Assemblée, qui va peut-être au-delà de nos frontières et qui donne un sens aussi à ce qu'est pour nous la France et ses valeurs, c'est de porter le droit des femmes et de faire inscrire dans la Constitution européenne le fait que toutes les femmes puissent disposer de leur corps et que ça soit inscrit dans la Constitution européenne de telle façon qu'aucun pays ne puisse en dénier le droit ou en limiter l'accès de quelque façon que ce soit. Ça c'est un premier point. Un deuxième point pourrait être autour justement à la fois du tourisme et de la création d'emplois et en lien évidemment avec la transition démocratique. On est dans un département
dont les ressources naturelles sont extrêmement riches, et qui est pourtant dépendant d'un point de vue énergétique. Là, il y a un réel enjeu à la fois de création d'emplois et à la fois de recherche, effectivement, avec la technopole qui est à mettre en avant. Et puis, comme je le disais et je l'ai abordé tout à l'heure, partager le travail, partager les richesses. On est dans un département où il y a beaucoup de chômage et où il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup. Donc partageons à la fois le travail et les richesses. On approche de la fin de cette émission, je vous demande de faire assez court, Cécile Dumas et puis Éric Pochet. Oui, le premier projet dont il faudrait s'occuper, c'est peut-être l'accélération de la construction de la ligne nouvelle. On est saturé au niveau transport et on est saturé au niveau gaz carbonique dans ce département et on a besoin de cette nouvelle boucle de voies ferrées pour désengorger ce département. Un deuxième projet aussi très rapide que M. Macron veut mettre très rapidement dans l'actualité, c'est en effet la loi travail et donc le partage du temps de travail et le code du travail, donc ne pas voter la loi d'habilitation sur les ordonnances. Et enfin, moi je crois que je serai la députée contre les inégalités. C'est-à-dire qu'on a eu un deuxième rapport de l'Observatoire des inégalités qui est tombé il y a quelques heures et qui dit que les plus modestes continuent à s'appauvrir. Et donc je crois qu'il faut maintenant très rapidement dans les entreprises interdire le fait que les échelles de salaire soient aussi importantes et faire en sorte que le droit au logement, le droit à la vie digne puisse exister partout dans ce pays. Et on sait très bien qu'ici on est un département où toutes les inégalités sont exacerbées puisque les plus riches ont des yachts dans le port et ne sont pas forcément soumis au même régime d'impôt que les plus modestes qui ont du mal à se loger. On va terminer avec vous, Éric Pochet. J'ajoute une petite question par rapport aux autres. Quelle sera votre différence, votre particularité par rapport à Jean Leonetti? Alors, élu député au mois de juin, moi je m'investirai fortement sur la défense de notre attractivité touristique qui est porteuse d'emplois et porteuse de dynamique économique. La défense de notre technopole de Sophia Antipolis qui est de plus en plus en concurrence à l'échelle européenne et mondiale pour préserver ce qui fait la force de notre pays, l'innovation et la recherche et le développement. Et deuxième sujet sur lequel je vais m'investir fortement, c'est la défense de nos valeurs républicaines et notamment de la laïcité parce que malheureusement on constate depuis plus d'une dizaine d'années que le communautarisme est en train de gangréner l'esprit de nos jeunes, est en train de gangréner notre société et est en train de gangréner les fondements de notre République. Et en ça, je m'inscris dans la continuité de Jean Leonetti. La défense de nos valeurs républicaines, la défense de la laïcité sera au cœur de mon action. Je vous remercie à tous les 5 d'avoir été invités de ce débat. Je rappelle qu'il y a d'autres candidats dans cette circonscription. Je vais vous redonner leur nom comme en début d'émission. Elisabeth Debord pour Europe Écologie Les Verts, Thierry Bitouzet pour Nouvelle Donne, Virginie Pacorel pour l'Union Populaire Républicaine, Sophie Maury pour Debout la France, Maurice Gillard pour l'Alliance écologiste indépendante, Christian Pétard pour Lutte ouvrière, Stéphane Doncel pour les indépendants de droite et du centre et Marie-Josée Valade pour la Confédération pour l'homme, l'animal et la planète. Merci à vous 5 d'avoir participé à cette émission qui était une première sur Internet. On vous proposera 2 autres émissions du même type demain dans des circonscriptions marseillaises. Vous retrouvez tout ça sur notre site paca.france3.fr avec un dossier complet sur toutes les circonscriptions des Alpes-Maritimes, mais bien sûr de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci et très bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.